On continue notre série sur l'euro vidéo avec cette deuxième partie qui sera consacrée à la pratique du susnommé format. On va shooter en RAW les gars. On va mesurer ses bénéfices face aux formats les plus classiques et je finirai ensuite par répondre à la fameuse question qui vous empêche tous de dormir. Comment bien exposer du RAW? En fait, comment bien exposer tout court. Je suis JB, tu es sur Bison Bleu. On est parti. Le RAW, c'est vraiment un truc qui pèse en photo. Littéralement d'ailleurs. Et ne pas shooter en RAW, c'est passer à côté d'une grosse partie du potentiel image de son boîtier. C'est un peu rater sa vie quoi. Bon, il y a quand même des secteurs en photo où on shoot uniquement en JPEG, quand le poids, le workflow ou la rapidité de diffusion sont les points critiques qui font la différence. Allez sur le bord d'un terrain de foot pendant une coupe du monde ou dans un studio qui shoot pour du e-commerce et je vous assure que vous trouverez peu de gens qui shootent en RAW. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer encore sur le RAW vidéo, ce qui est un peu moins répandu et qui est plus intimidant qu'en photo. Mais je le répète encore une fois, ce qui est valable pour le RAW vidéo est valable pour le RAW photo, notamment toute la partie qui va traiter l'exposition. Bon, bah déjà on va faire un tour non exhaustif des formats disponibles dans un mirrorless moderne. Parce que avant que le RAW vidéo soit disponible pour le moindre clampin, les ingénieurs ont tout fait pour développer des formats déjà dématricés, échantillonnés, compressés, les plus qualitatifs et performants possibles. Si vous avez du mal avec les termes que je viens d'employer, c'est que vous avez loupé la première vidéo qui est ici. On commence par le format 420 bits qui est souvent le mode par défaut et même parfois l'unique format disponible dans les boîtiers les plus entrée de gamme. Si vous avez suivi la précédente vidéo, vous savez ce qu'est du 8 bits et un échantillonnage 420. Du coup, vous savez que cette image va être très légère, mais qu'elle va très mal supporter la retouche, un étalonnage ou un changement d'exposition en post-prod. C'est pour ça que c'est souvent livré dans un gamut et un gamma, c'est-à-dire un espace colorimétrique et un contraste Rec 709, qui va faire des couleurs cool en sortie de boîtier pour une diffusion et un visionnage direct. Et pour comprendre les gammas et les gamuts, c'était cette vidéo qu'il fallait pas louper. Si toutefois vous voulez persister à filmer dans un format 420 8 bits, car vous êtes des radins, que vous pratiquez déjà la pause pipi au resto quand c'est l'heure de payer l'addition, et donc vous n'allez pas non plus acheter une carte SD de bonne capacité, hein, tu peux rêver. Il y a certainement d'autres raisons qui poussent à utiliser du 420 8 bits, mais là, j'en voyais pas. Bref, si toutefois vous voulez persister à filmer dans ce format, je vous conseille 3 trucs. 1. Évitez les situations à forte plage dynamique, à fort contraste, et bricolez-vous un profil d'image le plus flat possible. Entendez par flat, décontrasté. 2. Ne vous foirez pas sur votre expo. Et 3. Ne vous foirez vraiment pas sur votre expo. Allez, on step up pas mal avec des formats toujours en Rec 709, mais en 4.2 10 bits cette fois. Les couleurs sont déjà placées sur une table de correspondance Rec 709, donc pas besoin de lui coller un luth. Les couleurs sont déjà cool en sortie de boîtier. Mais on dispose de plus de profondeur et de nuances avec les couleurs en 4.2 10 bits pour d'éventuelles retouches. Souvent les constructeurs adossent ça à un gamma, une courbe de contraste, un peu plus flat que celle du Rec 709 pour sauvegarder un peu de dynamique dans l'image. Par exemple, on a le Wide DR 709 chez Canon ou encore le Canon 709. Perso, ce sont mes formats préférés en studio ou toutes les situations d'éclairage artificiel où la dynamique n'est pas critique. La post-prod est vraiment minimum, les couleurs sont vraiment cool en sortie de boîtier et on a juste de quoi rattraper les petites erreurs grâce au 10 bits. Ensuite, on a le log qui est souvent aussi en 4.2 10 bits sur les mirrorless. Sauf que cette courbe de gamma est développée pour sauvegarder un max des infos luminance du capteur. Contrairement aux deux précédents formats, il faut absolument passer par la case post-prod et retouche pour en sortir une image potable. Sinon, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de contraste. Mais c'est le format non RAW qui offre la plus grande latitude de retouche. Alors on a tendance à penser que le log c'est le RAW du pauvre. Mais en fait, le log est quasi indissociable du RAW. Parce que si vous voulez afficher ou retoucher une image en RAW, vous allez être obligé de lui coller un gamma dessus lors du dématrissage. Et quoi de mieux qu'une courbe log pour profiter au maximum de la dynamique du fichier RAW. Donc les deux vont vraiment ensemble. Et pour l'anecdote, le log est même arrivé avant le RAW vidéo, à l'époque où on tournait sur pellicule, parce qu'on scannait les pellicules et on y appliquait cette courbe logarithmique pour extraire un maximum de valeur de la péloche et pour pouvoir bosser tout ça en post-prod par la suite. Bref, moi j'utilise le log surtout dans des conditions de lumière un peu complexes, où il y a beaucoup de contraste, et quand je veux extraire un max de dynamique. Et enfin, on a le RAW. Sur la mirrorless, on est souvent en 4.4.4 12 bits, mais on peut aussi le trouver en 14 ou 16 bits sur les caméras les plus folles. Et là, on a une tonne de couleurs. On en a bien plus que ce que notre œil peut voir, mais du coup, on va pouvoir les triturer
en post-prod comme jamais, et ça c'est cool, c'est flexible au max. Bref, en pratique, ça donne ça. Je vous ai shooté la même scène dans tous les modes que propose mon R5C, à savoir... Ah ok, j'ai peut-être un peu déconné sur la musique. Voilà, je disais que j'avais shooté la même scène dans tous les modes que propose mon R5C, à savoir du Rec 709 8 bits, du Rec 709 mais en 10 bits, avec un gamma custom, ici on est sur du Wide DR, du C-Log 3, et enfin du RAW. J'ai évidemment shooté une scène très demandante, en dynamique, avec un coucher de soleil et des éléments en amorce. Tous les clips ont été exposés individuellement pour préserver les hautes lumières, selon les ISO natifs inhérents à chaque format. Au premier coup d'œil, on constate qu'il n'y a pas vraiment de différence de dynamique entre le RAW et le C-Log 3. Et ben ouais, parce qu'en fait, ils ont la même courbe de gamma, à savoir une courbe C-Log 3. Et attention, parce que chez Canon, shooter en RAW, ça donne accès au C-Log 2, qui est leur courbe de gamma la plus poussée. Et là, le gain dans les ombres est assez notable. Bon, cette info ne vous concerne pas si vous êtes chez un constructeur qui ne fait pas de protectionnisme sur ses caméras haut de gamme en leur réservant leur meilleur log. À savoir, tous les constructeurs, excepté Canon. Ça c'est fait, on a vu que la répartition du contraste et de la dynamique dépendait surtout du gamma qu'on appliquait sur l'image. Donc shooter en RAW ne révolutionne pas la dynamique. Bon, on gagne quoi du coup à shooter en RAW ? Bon, on gagne pas des abonnés, ça c'est sûr. Abonnez-vous, bande de crevards. Bon, on gagne quoi en RAW alors ? Essentiellement des couleurs. Beaucoup de couleurs. Le fait d'être en 444 12 bits, ça nous donne un paquet de couleurs en plus à tripatouiller, surtout dans les tons sombres. Regardez bien les feuilles en amorce. On voit qu'on n'a clairement pas affaire à un Quercus ilex, mais à un Quercus Egelmani, communément appelé chêne de Pasadena. Une espèce qui n'est pas endémique à la Provence. La question est donc, que fout ce putain de Quercus Egelmani dans mon putain de plan ? Regardez les feuilles en amorce. On voit clairement que les couleurs sont nettement plus riches sur le RAW. On sent la transluminescence des feuilles, aussi connue sous le nom de subscattering en anglais. C'est la lumière qui passe à travers les feuilles, quoi. Sur le log en 422 10 bits, on perd clairement cette sensation. Et sur le 420 8 bits, les tons sombres sont si simplifiés que tout est de la même couleur, feuille comme branche. Bon, ça c'est pour chipoter parce que je trouve que la répartition du contraste est tout simplement dégueulasse. Et dans cette scène moins gourmande en dynamique, mais plus compliquée au niveau des couleurs, parce qu'on a un gamut qui est plus étendu, on a des couleurs plus saturées quoi, on voit que le roll-off entre les couleurs est nettement plus subtil en RAW. Là où le 422 10 bits va essayer de synthétiser les couleurs dans des demi-tons. Le RAW va donc être le format à choisir si on veut lourdement retoucher les couleurs en limitant les artefacts comme le banding ou les écrétages. Et c'est encore plus important dans les basses lumières. Et c'est à partir de ce moment que je perds votre attention parce que la vidéo va partir dans un laïus technique sans fond. C'est aussi maintenant que je perds toute chance de mettre mes mains un jour sur le trophée YouTube des 100 000 abonnés parce que je vais tenter de vous expliquer pourquoi votre capteur offre un signal vraiment plus dégueulasse dans les basses lumières. Si on regarde un histogramme, la courbe de bits est exponentielle. Les pixels à droite de l'histogramme contiennent bien plus d'informations couleurs que ceux qui se situent à gauche. D'où la pratique de l'exposition ETTR, Expose to the Right, qui préconise d'exposer au max son image vers la droite sans toutefois clipper les hautes lumières, c'est-à-dire toucher le bord de l'histogramme. Cette notion est super importante parce que les compressions actuelles sont linéaires, même sur un fichier RAW, parce que oui, le RAW de ton boîtier est quand même compressé un minimum. Mais si on applique une compression linéaire à des données qui, elles, sont emmagasinées sous forme de courbes, tu comprends que ce sont les informations des basses lumières qui vont trinquer encore plus vite, alors même qu'elles contenaient déjà moins d'informations que la partie droite de l'histogramme. Voilà, tu sais maintenant pourquoi tes basses lumières sont dégueu. J'ai essayé de faire court, donc fin de la partie technique, tu peux prendre un Doliprane. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais JB, comment on expose un RAW alors? On balance tout à droite, quitte à avoir une image surexposée, et ensuite on vient corriger en post? Et à ce stade, tout mec un minimum sérieux ne peut répondre qu'un seul truc. Ça dépend. Première méthode, la méthode ETTR, Expose to the Right, dont on a parlé juste avant. Vous cherchez juste la qualité d'image suprême, ce que votre capteur peut offrir de mieux en termes de ratio bruit-signal, et donc de dynamique, et donc de profondeur des couleurs, et donc de finesse et de détail. Bref, blindez votre capteur de lumière. Blindez votre capteur de lumière. Exposez votre histogramme à fond à droite, votre waveform en haut sans cramer. Attention, c'est la méthode la plus simple, mais elle n'est pas sans défaut. Parce que déjà, c'est difficile de livrer à une personne tierce des images totalement surexposées, même en expliquant vos trucs de geek là sur l'optimisation du signal par rapport au bruit là, non.
Non, non. Un client, il veut balancer un LUT et hop, ça marche. Image au top. Donc, trier des plans Surex aussi, c'est pas super inspirant. Surtout si on ne les a pas produits. Et en parlant d'inspiration, ça peut aussi vous affecter. Comment vous allez trier des centaines d'images ou de plans surexposés? Comment définir les meilleurs plans ou images sans commencer à les retoucher tout en les triant? Ça peut être extrêmement chronophage. Bref, cette méthode, elle est cool quand on a peu d'images ou quand on sait exactement où on va. Du coup, on a la deuxième option, qui va vous paraître débile, mais vous avez pensé à faire une expo parfaite? Du genre, vous jouez sur les ISO, vous jouez sur l'ouverture, vous collez des filtres ND, vous jouez sur la vitesse si vous êtes en photo. Bref, vous essayez de vous rapprocher au maximum du résultat final. Ça peut être une option, non? C'est certainement le meilleur choix quand vous livrez vos rushs à quelqu'un. Des images qui sont prêtes à l'emploi. Au pire, vous balancez juste un petit LUT de conversion dessus et hop, tout est bon. Et c'est aussi la méthode que j'utilise moi pour mes images perso, photos de vacances par exemple. Moi, j'aime bien les images qui sont sous ex d'un diaphragme. C'est le look que j'aime bien. Et je pourrais très bien faire une expo à fond à droite et tout rabaisser en post-prod et j'aurais d'ailleurs une meilleure qualité d'image, une meilleure gestion du bruit, plus de détails, ok. Mais bon, je préfère avoir le rendu de ce que j'aime directement dans le boîtier. Déjà parce que c'est plus agréable en fait de bosser comme ça, en voyant des belles choses sur son écran, plutôt que de se dire ok, on verra en post-prod. Et c'est beaucoup plus simple aussi pour sélectionner des images a posteriori, parce que si on trie ou on dérush longtemps après sa prise de vue, on est souvent plus dans le mood de l'instant, on se rappelle plus vraiment de cette lumière, de cette sensation magique de l'instant. Dernière méthode, et certainement la plus compliquée, c'est la méthode que j'appellerais la méthode d'exposition normative. Alors attends, pars pas en courant, j'ai pas encore expliqué ce que c'est. Ça va consister à essayer d'exposer toutes vos images ou vos plans de la même manière, avec les mêmes valeurs ISO, mais surtout avec des pixels à peu près situés au même endroit dans l'histogramme ou dans ta waveform. Cette méthode, elle va te permettre d'avoir le même niveau de détail, de texture et le même niveau de grain sur toutes tes images. Ce qui est cool si tu shootes une série d'images ou que tu tournes des plans qui seront ensuite montés les uns à la suite des autres. Évidemment, si tu bosses comme ça avec des scènes qui ont des grosses différences de dynamique, bah t'as intérêt à avoir la caméra la plus dotée possible en termes de qualité de signal. Mais ça reste un bordel logistique et de planification que seules les productions les plus exigeantes peuvent se permettre. Voilà, tu viens de comprendre pourquoi les gros films actuels sont tournés avec des Arri Alexa. Perso, j'ai déjà vu un paquet de films où la texture de l'image change énormément entre les scènes, notamment entre les scènes sombres et celles lumineuses, et franchement c'est pas super sexy. Et c'est aussi la raison pour laquelle on voit encore des nuits américaines de nos jours, parce que ça permet tout simplement d'avoir une texture d'image plus proche des scènes qui sont tournées de jour. Voilà. Là, on a vu les différents formats compressés, on les a comparés sur le terrain au RAW, on a vu comment l'exposer. Prochaine vidéo, on fait le tour des secrets inavouables du RAW pour boucler la série, donc ça va être rigolo. Donc clique sur cette foutue cloche pour ne rien louper. C'était JB, bison bleu, ciao. Oui, cette fin est un peu abrupte, mais je peux pas toujours trouver une idée de chute cool pour une partie de la vidéo que seuls 40% des gens vont voir, hein. Je vous vois vous barrer en pleine vidéo sur mes analytics, hein. Donc si vous vous cassez avant la fin de vidéo, bah moi aussi je me casse. Tout le monde se casse en fait, voilà, y a plus personne. Emballez cette pouce. Ah, non plus.